Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette émission Les interviews de RBK pour la journée mondiale de la fibromyalgie. Vous allez découvrir cette pathologie si particulière et si complexe. Alors, tout d'abord, simplement, la fibromyalgie représente une forme de douleur chronique généralisée, caractérisée par une hypersensibilité douloureuse et divers troubles affectant le sommeil et l'humeur. Cette condition exerce un impact significatif sur la qualité de vie ainsi que sur les interactions sociales et professionnelles. Au cours des 2 dernières décennies, des recherches approfondies ont été entreprises pour mieux appréhender cette maladie, autrefois stigmatisée comme étant principalement féminine et attribuée à des causes psychosomatiques. Ces investigations ont abouti à la reconnaissance de ce syndrome en tant que véritable pathologie chronique, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives dans la recherche fondamentale et thérapeutique. Cliniquement, la fibromyalgie est définie comme un ensemble de symptômes chroniques allant de modérés à sévères, comprenant des douleurs diffuses persistantes sans cause apparente, une sensibilité accrue à la pression, ainsi que de la fatigue, des troubles cognitifs et du sommeil, en plus de multiples plaintes somatiques. Cette entité médicale a été officiellement reconnue par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, en 1992 et classée comme une forme de douleur chronique généralisée dans la dernière classification internationale des maladies, CIM, classification internationale des maladies. Malgré cette reconnaissance institutionnelle, la fibromyalgie suscite toujours des débats. L'hétérogénéité de ces symptômes et l'absence de lésions ou de dysfonctionnements organiques identifiables ont longtemps alimenté le scepticisme d'une partie de la communauté médicale quant à sa validité en tant que maladie distincte. Il est envisageable que ces anomalies existent, mais ne puissent être détectées par les méthodes d'investigation actuelles. De plus, la fibromyalgie n'est plus perçue comme une maladie psychosomatique, mais plutôt comme une douleur nociplastique résultant de perturbations de la nociception, c'est-à-dire du système de perception et de régulation de la douleur. La fibromyalgie s'inscrit parmi les syndromes de sensibilisation centrale, tout comme certaines céphalées chroniques et le syndrome de l'intestin irritable. Ces caractéristiques typiques incluent des manifestations neurologiques avec des douleurs chroniques diffuses spontanées, principalement localisées au niveau des muscles, des tendons ou des articulations. Certains patients signalent également une allodynie, c'est-à-dire une sensation douloureuse en réponse à un stimulus normalement non douloureux, ou des épisodes aigus de douleur dont la localisation peut différer de celle des douleurs chroniques. En outre, des sensations de picotement, de fourmillement ou une hypersensibilité aux stimulus sensoriels peuvent être présentes. On peut relever également une fatigue chronique, touchant environ 3 patients sur 4, sans qu'il soit possible de déterminer si elle découle des autres symptômes associés à la fibromyalgie ou si elle constitue un symptôme distinct. Il y a également des troubles du sommeil qui affectent la majorité des patients fibromyalgiques, comme c'est également le cas dans d'autres affections douloureuses chroniques. Il y a également des troubles anxieux et dépressifs, avec parfois un risque accru de pensées suicidaires. Les liens entre douleur, sommeil et dépression sont très étroits, chacun favorisant et entretenant les autres dans le mécanisme physiopathologique. En parallèle, de nombreux patients signalent des difficultés cognitives, pouvant être associées, selon certaines hypothèses, soit à la distraction induite par la douleur chronique lors des tâches d'apprentissage, soit à une allocation différente des ressources attentionnelles à ces diverses tâches. Enfin, la condition physique des patients est souvent altérée, en partie en raison de la crainte des douleurs lors des mouvements, que l'on appelle la kinésiophobie. La fibromyalgie se distingue par une grande variabilité dans la nature et l'intensité des symptômes, tant d'un patient à l'autre que chez un même patient au fil du temps. Son évolution est également variable, allant de l'amélioration à une détérioration spontanée. Cette hétérogénéité est influencée par des facteurs exacerbants tels que le stress, les émotions, certaines postures, etc. et des facteurs atténuants comme donc la relaxation, l'activité physique.
une bonne alimentation. De manière générale, bien que la fibromyalgie n'ait pas d'impact sur l'espérance de vie, elle exerce une influence significative sur la qualité de vie et la capacité à travailler, avec un taux d'incapacité pouvant atteindre jusqu'à 50% des patients dans certaines études. Petite question, les enfants peuvent-ils être touchés par la fibromyalgie? Eh bien, dans diverses régions du Sud, quelques équipes médicales spécialisées ont suggéré l'existence d'un syndrome de fibromyalgie juvénile affectant les enfants et les adolescents. Les symptômes cliniques rapportés semblent globalement similaires à ceux observés chez les adultes, avec un impact significatif sur leur vie quotidienne et scolaire. Cependant, en raison de la rareté de ces cas, il est quand même difficile de confirmer l'existence d'un tel syndrome, ainsi que d'évaluer l'évolution et les implications à long terme de ces manifestations à l'âge adulte. À ce jour, il n'existe pas de lésions organiques, comme je le disais précédemment, ni de biomarqueurs biologiques qui permettent vraiment de poser un diagnostic objectif de fibromyalgie. Les critères diagnostiques reposent donc sur des symptômes observés. Les professionnels de santé prennent en considération un score de douleur diffuse, évaluant leur localisation et leur intensité, ainsi qu'un score de sévérité des symptômes associés tels que la fatigue et les troubles cognitifs. De plus, un auto-questionnaire nommé FIRST, composé de 6 questions sur la présence et la nature des douleurs diffuses, qui va permettre aux patients de s'auto-évaluer et donc d'auto-évaluer leur possible implication dans la maladie. La fréquente coexistence de la fibromyalgie avec d'autres affections telles que les troubles de la thyroïde, les maladies rhumatismales, qu'elles soient auto-immunes ou non, ou encore l'utilisation de certains médicaments comme les statines ou les anti-aromatases rend le diagnostic vraiment complexe. Les professionnels de santé doivent établir un tableau clinique détaillé et effectuer des analyses sanguines afin de différencier les symptômes liés à la fibromyalgie de ceux associés à d'autres pathologies. Ce processus permet d'établir un diagnostic différentiel ou de déterminer la coexistence de deux affections. Dans la pratique, en raison de la variabilité de la maladie et du manque de formation ou de sensibilisation d'une partie du corps médical, le parcours diagnostique des patients est souvent malheureusement laborieux et nécessite fréquemment l'expertise d'un spécialiste. La fibromyalgie est considérée comme ayant une origine multifactorielle impliquant des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Sur le plan biologique, 2 mécanismes sont avancés pour expliquer ces douleurs nociplastiques. Le premier impliquerait une hypersensibilité centrale avec des seuils de perception de la douleur abaissés et une hyperexcitabilité des mécanismes de détection. Le second mécanisme serait plutôt d'origine périphérique, associé à une altération spécifique de certaines fibres nerveuses. Il est possible que ces 2 mécanismes coexistent simultanément. De plus, des études suggèrent la présence de regroupements familiaux de cas, incitant ainsi à des recherches en génétique et en épigénétique pour identifier une éventuelle prédisposition à la douleur. Des facteurs psychologiques jouent un rôle crucial dans la perception de la douleur en général et dans le développement de la fibromyalgie en particulier. Certains traits de personnalité spécifiques tels que l'isolement social, le catastrophisme ou les difficultés à adapter le comportement face à la douleur semblent favoriser son apparition. Des études réalisées auprès de groupes de patients ont également souligné une prévalence élevée d'antécédents de traumatismes psychologiques ou physiques, tels que des accidents, des deuils, des violences, des chirurgies. Concernant les facteurs sociaux, certaines recherches ont suggéré une prévalence accrue chez les individus issus de milieux socio-économiques modestes ou exerçant des professions manuelles. Cependant, en réalité, la fibromyalgie peut affecter des personnes de toutes les catégories socio-économiques de la population adulte. En raison des défis rencontrés et des facteurs culturels associés aux démarches diagnostiques, à la fois du côté des patients et des professionnels de santé, les données sur la prévalence de la fibromyalgie demeurent imprécises. Entre 1,5 et 2% de la population adulte pourrait être considérée selon les critères diagnostiques utilisés et l'origine géographique des données. Cela représenterait près d'1,5 million de personnes en France. Cette prévalence semble augmenter avec l'âge, atteignant son pic entre 40 et 50 ans.
Bien que les études ne soient pas toutes concluantes à ce sujet, il est possible que cette affection soit quand même plus fréquente chez les femmes. La prise en charge de la fibromyalgie repose sur une approche qui est vraiment multidisciplinaire. Il faut établir une relation de confiance entre le professionnel de santé et le patient, qui est vraiment donc cruciale pour atténuer l'anxiété lors du diagnostic, d'autant plus que de nombreux patients ont souvent connu une longue période de diagnostic erroné. En première intention, le traitement de la fibromyalgie repose sur des approches non pharmacologiques. L'activité physique adaptée, encadrée par un professionnel de santé, constitue une composante essentielle du traitement. Des études d'imagerie médicale ont montré que l'activité physique adaptée peut moduler le contrôle de la douleur au niveau cérébral. Les exercices doivent être adaptés aux besoins et aux capacités du patient avec des options telles que le yoga, le tai chi, etc. L'approche psychosociale joue également un rôle crucial. La thérapie cognitivo-comportementale est souvent recommandée pour améliorer la qualité de vie, renforcer l'estime de soi, réduire le stress et encourager l'adoption de stratégies d'adaptation. L'hypnothérapie peut également contribuer à la prise en charge des activités. L'éducation thérapeutique du patient est un autre pilier important du traitement, permettant au patient de mieux comprendre et gérer sa maladie au quotidien, ainsi que de s'impliquer activement dans sa prise en charge. Les programmes d'éducation thérapeutique comprennent généralement plusieurs sessions collectives et ou individuelles axées sur l'information, la formation et les échanges. Des associations de patients offrent également un soutien précieux en fournissant un espace d'écoute, de partage et d'entraide aux personnes atteintes de fibromyalgie. Dans un second temps, des traitements pharmacologiques peuvent être envisagés, des médicaments tels que les analgésiques, les antiépileptiques et les antidépresseurs peuvent être prescrits pour soulager la douleur, bien que leur efficacité soit variable et généralement partielle. Certains centres de traitement de la douleur proposent également la neurostimulation non invasive, telle que la stimulation magnétique transcrânienne. Bien que les études publiées aient montré les résultats disparates en termes d'efficacité, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux évaluer son utilité dans le traitement de la fibromyalgie. Les avancées dans les connaissances cliniques et neuroscientifiques ont permis une meilleure compréhension de la fibromyalgie. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour saisir pleinement les mécanismes sous-jacents de cette maladie complexe et améliorer sa prise en charge. Malheureusement, l'absence d'un modèle animal reproduisant fidèlement la fibromyalgie complique cette tâche. La recherche doit également approfondir la question des enfants et des adolescents présentant un syndrome douloureux chronique susceptible d'être lié à la fibromyalgie. La diversité des manifestations de cette pathologie suggère qu'elle englobe potentiellement plusieurs autres pathologies distinctes sous une seule étiquette diagnostique. Des efforts sont donc déployés pour identifier des sous-groupes de patients présentant des profils cliniques similaires, ce qui faciliterait la conduite d'études fondamentales de recherche sur l'évolution de la maladie et d'essais thérapeutiques. Ces travaux peuvent être soutenus par la recherche de biomarqueurs. Bien qu'aucun n'ait encore été identifiés, les études se poursuivent et commencent à révéler des profils génétiques, épigénétiques et métabolomiques distincts au sein de ces sous-groupes. Les mécanismes neurobiologiques sous-tendant l'apparition et le maintien de la douleur diffuse restent à élucider. Il est essentiel de déterminer si la fibromyalgie a une origine centrale, périphérique ou les deux. Une importante ligne de recherche vise également à comprendre comment le stress physique, psychologique et émotionnel peut influencer la perception de la douleur en perturbant le système sympathique autonome et l'axe hypothalamo-hypophysaire. L'imagerie cérébrale offre des perspectives intéressantes en identifiant une matrice de la douleur impliquant différentes régions corticales et subcorticales. Des travaux explorent également les dysfonctionnements du réseau neuronal par défaut du cerveau dans la fibromyalgie. Cliniquement, la neuroimagerie peut mettre en évidence des spécificités fonctionnelles propres à différents sous-groupes de patients, contribuant ainsi à la personnalisation des traitements. Pour améliorer la prise en charge, il est essentiel de développer des approches non médicamenteuses efficaces. Des études rigoureuses visent à optimiser les protocoles d'activité physique à définir, les interventions psychothérapeutiques les plus appropriées et à préciser les modèles de l'éducation thérapeutique du patient. De nombreux travaux évaluent également l'efficacité de méthodes telles que la sophrologie et la méditation de pleine conscience.
Parallèlement, le développement de la modulation magnétique transcrânienne se poursuit avec l'objectif de mener des essais cliniques plus robustes pour évaluer son efficacité sur les systèmes neuronaux dysfonctionnels associés à la fibromyalgie. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Voilà, vous avez découvert qu'est-ce que la fibromyalgie et j'espère que vous avez apprécié cette émission. Bonne journée, merci.